Bienvenue au Castello di Bibione, en plein Chianti. Castello di Bibione est un château qui est juste derrière moi, une bâtisse qui date de l'an 998, assez impressionnant, plus d'un millénaire. Et cette bâtisse, bien évidemment, la partie que l'on voit derrière moi, c'est la partie d'origine. Et ensuite, il y a évidemment des constructions sur plusieurs siècles. Fait marquant de cette propriété, donc c'est une propriété qui a 50 hectares de, terrain, et sur ces 50 hectares, il y a 30 hectares de vignes. Donc nous sommes dans le Chianti, mais dans le Chianti Classico. Pour donner juste une idée, le Chianti, c'est la plus grande appellation en surface de l'Italie, et on sait que l'Italie est, je ne sais plus si c'est la plus grande superficie ou le plus gros volume, je crois que c'est le plus gros volume que la France, mais pas loin en superficie, donc c'est quand même une terre vinicole. Et le Chianti Classico, c'est une sous-portion du Chianti qui va de Florence à Sienne. Voilà, alors que le Chianti monte jusqu'à Pise, et si vous connaissez un peu la géographie de la Toscane, Pise est beaucoup plus au nord, c'est quand même à plus d'une heure et quart de Florence. Et probablement 1 heure et demie, presque 2 heures de Sienne. Donc là, on est vraiment au cœur du Chianti Classico. Nous sommes à une dizaine de kilomètres de Florence, tout près d'un village qui s'appelle San Casciano, Val di Pesa, qui est un superbe petit village, très charmant. Et donc là, nous sommes au cœur de la propriété de Castello di Bibione, donc ce château qui date à l'origine du Xe siècle, en tout cas début du XIe. Et ce château a connu plusieurs propriétaires, pas tant que ça en fait, 3 ou 4 propriétaires. Il est la propriété depuis le début du XVIe siècle de la famille Rangoni Machiavelli. Alors pourquoi Rangoni Machiavelli? Parce qu'à l'origine, c'est Machiavelli qui l'avait acquis parce qu'il cherchait une demeure de chasse pas très loin du centre du pouvoir à l'époque, qui était Florence. Et Machiavelli, tout le monde connaît Le Prince, un ouvrage aujourd'hui mondial. Et Machiavelli est aussi un poète, est aussi un homme politique. Il était d'ailleurs secrétaire d'État de la République florentine, qui se battait face aux Médici, les Médicis. Et quand les Médicis ont battu les républicains, évidemment, tout le pouvoir de la République s'est retrouvé en exil, et Machiavelli, qui était un homme évidemment au cœur du fonctionnement de Florence, s'est retrouvé à l'écart, à l'exil. À l'époque, il n'y avait ni réseaux sociaux, ni journaux, ni télévision, donc on ne pouvait pas trop savoir. Et on raconte que Machiavelli se postait au bord de la route pour haranguer les voyageurs, pour essayer de savoir ce qui se passait en Florence. Et donc, il s'est installé au Castello di Bibione. Et au Castello di Bibione, il a donc écrit Le Prince. Voilà. Alors, pour la petite anecdote, j'ai appris qu'en fait, Le Prince avait été écrit en italien ancien. Ensuite, a été traduit. Très souvent, on dit qu'il a été mal traduit en italien moderne. Et ensuite, à partir de la version italien moderne, a été traduit dans d'autres langues. En fait, il faudrait essayer de retrouver une version qui respecte le texte original et qui n'est pas si machiavélique que ça. Voilà. Et évidemment, on retient certaines phrases de Machiavel. La fin justifie les moyens. Alors évidemment, c'est un personnage machiavélique. En fait, Machiavel est un humaniste, un homme politique, un homme d'État. C'est quelqu'un qui a une vision à 360 degrés de l'humanité à cette époque-là, et qui est un visionnaire, et qui va bien plus loin que le machiavélisme. Et aujourd'hui, il est commun de dire, quand on veut vraiment parler de Machiavel, on dit machiavélique pour les 2-3 choses de son personnage qui frappent, et puis machiavélien pour essayer de reparler de la largesse, l'envergure de ce personnage. Revenons au vin, hein, parce qu'il y a toujours eu des vignes ici, et depuis le début du XXe siècle, il y a une culture qui s'est développée, et dans les années 1950, juste après-guerre,
il a été décidé de bloquer le paysage toscan tel qu'il était. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus toucher, ni enlever des vignes, ni rajouter. Donc, la superficie des vignes, sur en tout cas toute cette zone de Chianti Classico, qui est une zone classée aujourd'hui au point de vue du paysage, a été figée dans le temps. Et donc Castello Bibbione est une petite exploitation, 30 hectares, c'est pas énorme par rapport à les Antinori, bien évidemment, qui possèdent plusieurs centaines d'hectares. Là, on est sur 30 hectares. Les vignes sont supervisées par un vigneron donc qui est attaché au domaine. Et le vin est réalisé, la vinification se fait dans le cadre d'une coopérative, comme ça se fait très souvent pour les petits châteaux ici. Mais ce sont des coopératives qui sont très différentes de l'esprit qu'on fait, c'est-à-dire on ne vend pas son raisin, pas du tout. On sous-utilise une partie de la capacité de vinification selon son propre cahier des charges. Donc chacun fait le vin comme il le souhaite, c'est-à-dire on arrive dans une sorte d'espace ouvert, commun, voilà, c'est comme le coworking. Et on fait le co-vining. Et du coup, la philosophie du domaine est quand même assez précise, on va le dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils font pratiquement plus que du vin rouge. À une époque, ils ont fait du vin blanc avec en particulier de la Malvasie qui permettait de faire un Vinsanto que j'ai goûté qui est absolument sublime. Aujourd'hui, il n'y a plus de Vinsanto. Et donc, il ne reste plus que du rouge. À 95%, c'est le cépage roi du Chianti qui est le Sangiovese et 5% de Merlot. Alors, vous rencontrerez d'autres Chianti qui, eux, utiliseront peut-être 80% étant le minimum, Sangiovese, et puis peut-être 20% d'autres variétés, et pas forcément du Merlot, mais là, c'est vraiment 95% Sangiovese, 5% Merlot. Il y a 3 cuvées pour l'essentiel, une qui s'appelle le Chianti Classico, une qui s'appelle le Chianti Classico Riserva, et une Gran Selezione qui est faite que certaines années, avec les meilleures barriques, et donc elle est vinifiée à part. J'ai eu donc l'occasion de goûter la Gran Selezione et c'est très différent de celui qu'on va goûter aujourd'hui, qui est le Chianti Classico 2017 Riserva, donc la version Riserva, donc c'est le vin intermédiaire. Et donc c'est un vin de garde. 2017, il est sans doute très jeune, pour ne pas dire trop jeune. Il est encore en processus d'intégration, de vieillissement, il n'est pas encore fondu. Mais là, on va le goûter ensemble. Aujourd'hui, il fait frais, il n'y a pas de chaleur, on est à 25-26 degrés. Donc pour goûter un vin de cette qualité-là, qui titre à 13,5, il faut savoir que dans le Chianti Classico, il faut un minimum de 13 degrés naturels, sinon le vin est déclassé. Voilà. Donc aujourd'hui, nous goûtons un vrai Chianti Classico qui ne sort pas tous les ans, donc là c'est 2017, la Riserva en tout cas, et on y va. On y va. Donc déjà, la robe, comme vous pouvez le voir avec moi là, la robe est quand même assez foncée, une robe bien lit de vin, je dirais, rouge profond, avec de très légers reflets roses. On n'est pas encore chez l'oranger, on est encore sur un vin jaune. Comme vous le voyez là, peut-être vous le sentez ou vous l'entendez, il y a quand même pas mal de vent. On est sur une colline, c'est un château qui domine bien évidemment les éventuels opposants du Moyen-Âge, donc tout est fait pour dominer la vallée. Et là, donc il y a du vent, mais c'est sympa, c'est agréable pour déguster un vin. Donc une belle robe bien nette. Alors, le nez est propre, il n'y a pas de défiance, il est bien fait. Il est plutôt expressif, bien que le vin soit jeune, mais il a commencé à s'ouvrir. Là, en l'occurrence, j'ai voulu le carafer pour accélérer l'aération, ce que je ne fais pas systématiquement, mais là, comme je viens juste de l'ouvrir, j'ai dit je vais tenter quand même le carafage. Et là, on est sur un nez de, ce que je trouve, moi, de cassis légèrement ancre, au premier nez, et
lorsqu'on agite, il y a plein d'autres choses qui ressortent. D'abord, il y a des parfums de fleurs, florales, et puis toute petite pointe d'alcool, pas désagréable. Et puis le cassis, un peu de cerise et de la framboise confiturée écrasée. Je dirais qu'il est énormément sur le fruit et peut-être un tout petit peu de terre. Un tout petit peu de terre, un tout petit peu terrien, mais pour le reste, c'est très fruité, parfumé, floral. Alors c'est intéressant de le laisser embaumer parce qu'il y a plein de choses à dire. D'abord une attaque, alors là le vin est servi à 16-17 degrés, donc on est à température idéale, peut-être 18. Et puis la première impression est un toucher. C'est un toucher, une sensibilité, un vin qui est d'une certaine façon doux, satiné. Le Grand Seleziogne est encore beaucoup plus satiné, presque soyeux, de la soie. Là on est plus sur du satin. Et la première impression c'est le fruit. En fait c'est le fruit avec une petite note là, en bout de bouche là, qui comme c'est un peu amer, mais une amertume agréable, presque comme de l'encre douce. Et puis avec des flots de fruits, cerises, framboises, surtout cerises et cassis, et puis un côté terre, un peu torréfié, un peu chocolat, peut-être cacao, mais cacao léger, pas le cacao très 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 fort, et surtout une sensation de plaisir gourmand immédiat. Voilà, immédiat et avec un beau volume en bouche. Alors, je vais le regoûter là pour essayer de me reconcentrer un peu plus sur la fin de bouche. Il y a aussi des notes épicées poivrées, mais des petites touches de framboise et avec une acidité présente, très présente, qui laisse présager que ce vin va encore évoluer et s'intégrer, et le bois est extrêmement discret. Alors, ce vin, il passe 18 mois dans des petits fûts, pas des fûts classiques, à la bordelaise, pas des fûts neufs, et 12 mois dans des grosses barriques pour l'affiner. Ensuite, il est mis en bouteille, donc 30 mois, 2 ans et demi, donc il faut compter à peu près 3 ans, d'où le 2017 qui est actuellement, ce qui est sorti le plus récemment, le 2018 n'est pas encore sorti. Il sortira probablement en fin d'année. Donc on est vraiment sur un vin de plaisir, gustatif, savoureux et puis surtout satiné en bouche, sans aspérité. Et en revanche, il y a quand même une certaine puissance, parce qu'il est encore jeune, une certaine puissance, une certaine rigueur dans ce vin qui appelle un plat plutôt costaud. Voilà. Une belle viande ou un beau gibier. Donc c'est un vin d'automne. Là on est en été, c'est agréable de le goûter parce qu'aujourd'hui il ne fait pas très très chaud. Enfin il se goûte en été quoi qu'il arrive. Hein. Mais plutôt l'automne et plutôt, plutôt quelque chose de puissant, plutôt qu'une viande blanche ou un poisson ou une salade. Vous avez compris. Alors après, la longueur en bouche est soyeuse, est assez persistante, et c'est un vin qui donne, dans le fond, un plaisir très savoureux, voilà, très gustatif. Je ne veux pas dire gourmand, bien qu'il ait un côté gourmand. Le gourmand, ça fait penser plutôt à des petits vins de soif. On n'est pas sur un vin de soif, on est vraiment sur un vin, pas non plus de méditation, mais un vin vraiment de repas. Voilà, nous avons fait le tour du propriétaire, en tout cas dans un cadre plutôt inhabituel. Et la Toscane regorge plein de trésors. Et le Chianti est une appellation qui de plus en plus
attire en tout cas les consommateurs, mais aussi les critiques de vin, parce que ce Castello di Biglione, mine de rien, a été noté par Monica Larner, qui est la critique du guide Parker. Donc il ne lui a pas échappé. Moi, ça fait 15 ans que je connais ce vin que j'apprécie. Là, ça fait 2-3 mois qu'enfin on en parle dans un guide aussi international que le Parker. Et je me dis finalement que ce vin, c'était un secret peu partagé, et maintenant il va peut-être devenir un peu plus connu. En tout cas, j'étais très heureux de partager ce vin avec vous. Ça fait 15 ans que je le connais, que je connais cette propriété, et c'est un plaisir plus particulier aujourd'hui de vous parler de cette histoire et de déguster ce vin avec vous, dans l'espoir qu'un jour vous rencontrerez ce vin sur votre route. À très bientôt et bonne dégustation.